Qui, parmi vous, aimerait augmenter de 2700% chacune de ses prises de parole, tout ça gratuitement et instantanément? Qui aimerait augmenter de 2700%? Mais oui. Nous sommes en 2009, nous sommes à New York et des journalistes du New York Times décident de réaliser une étude un peu particulière. Ils prennent 200 objets et ils décident de les mettre en vente sur un site de vente aux enchères eBay. Qui connaît eBay ici? Oui, eBay, hein, bon. Ils les achètent sur eBay. Des objets complètement quelconques. Un vase en forme de girafe, un mug avec une vache dessinée dessus, un cendrier banal, bref, 200 objets que ni vous ni moi, si vous avez du goût, ni vous ni moi, nous voudrions dans la maison. Ils prennent ces 200 objets, alors, valeur de l'achat, 129 $. Ils prennent ces 200 objets et ils les donnent à 200 rédacteurs. Et ils demandent à chaque rédacteur de construire une histoire pour chaque objet. 15 jours plus tard, on se retrouve avec 200 objets, 200 histoires. Ces mêmes journalistes décident de remettre en vente ces objets, toujours sur eBay. Et rien n'a changé. Chaque objet est le même. Les dimensions, la taille, la couleur, tous les objets sont identiques. Ah oui, il y a juste une chose qui a changé, c'est que maintenant, chaque objet a une histoire. Donc la personne qui veut acheter l'objet se retrouve devant l'écran. Hop, ah, tiens, cet objet a suivi telle péripétie, il a été fabriqué à tel endroit, il est passé par telle famille, dans telle ville. Il a une histoire. Total de la vente, 3 612 $ plus 2700%. La valeur de chaque objet en moyenne a augmenté de 2700% simplement parce qu'on y a rajouté une histoire. Maintenant, chacun de ces objets a une âme. Alors la question que vous dirigeants et moi-même nous pouvons nous poser, c'est bon, s'il suffit de rajouter une histoire dans nos prises de parole, après tout, est-ce qu'on pourrait augmenter de 2700% la valeur de nos messages? Eh bien, on va voir ça ensemble. Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir ce soir, très très rapidement, une demi-heure, c'est court, pourquoi il faut absolument intégrer des histoires dans vos prises de parole. Alors, c'est-à-dire pourquoi utiliser le storytelling. C'est quoi finalement le storytelling? Parce qu'on parle de storytelling. Oui, mais c'est quoi exactement le storytelling? Et enfin, comment est-ce qu'on fabrique un bon storytelling? Comment est-ce que nous fabriquons de bonnes histoires? Est-ce que ça vous intéresse comme programme? Pourquoi le storytelling? C'est quoi le storytelling? Comment on fait du storytelling? Ça vous intéresse? Oui, bon, si ça ne vous intéresse pas, mince, je n'avais préparé que ça ce soir. Alors, pourquoi du storytelling? Eh bien, parce que notre cerveau, déjà, adore les hormones. Chaque fois que nous prononçons cette phrase magique en 4 mots seulement, chaque fois que nous prononçons cette phrase magique, tout le monde écoute. Il était une fois. Il était une fois. On veut en savoir plus. Et à ce propos, j'ai juste une petite anecdote qui me vient à l'esprit. Nous sommes en 1989, donc il y a longtemps. Qui était né en 1989? Faites-moi plaisir. Ne me laissez pas tout seul. Ouais, quand même. Ah, c'est bien. 1989. Où sommes-nous? Nous sommes en Californie. Nous sommes dans la banlieue est de Los Angeles et vous pouvez me voir marcher dans les rues de la banlieue d'El Monte. C'est un quartier de Los Angeles. Et qu'est-ce que je fais là? Par cette chaleur, toute la journée, 6 jours sur 7, je vends des livres en porte-à-porte. Des encyclopédies pour étudiants. Alors c'est simple, hein. Je tape à 120 portes par jour, je fais la démonstration de 30 livres, enfin 30 démonstrations par jour. Pas 30 livres, mais 30 démonstrations par jour, donc 120 portes
30 démonstrations, et normalement je dois vendre 10 encyclopédies. C'est le deal, c'est comme ça que ça se passe. On se retrouve 3 mois et demi plus tard. Septembre. On a laissé passer tout l'été. Tout l'été, j'ai frappé aux portes. Septembre, mi-septembre, on se retrouve à Nashville, dans le Tennessee. On se retrouve au siège de la société pour qui, pendant tout l'été, j'ai vendu des livres en porte-à-porte. Alors dans le siège, c'est simple. Premier étage, vous avez une société qui a des vitres tout autour, un peu comme ce soir ici, vous voyez, mais des vitres tout autour des vitres. Donc vous pouvez voir l'extérieur. Et c'est un open space géant. Et sur cet open space, 50 bureaux métalliques. Vous savez, ces vieux bureaux métalliques, quand vous ouvrez les tiroirs, ça grince. 50 bureaux métalliques, alignés les uns derrière les autres. Et derrière chaque bureau, un comptable. Donc 50 bureaux, 50 comptables. Et devant chaque bureau, une file d'étudiants qui, comme moi, ont vendu des livres en porte-à-porte pendant tout l'été. Et qu'est-ce qu'on fait là, dans la file d'attente, devant le bureau, derrière lequel il y a un comptable? On attend notre chèque de paye. On attend notre chèque de paye. Moi, je suis là, dans la file. Le comptable est en train de préparer mon chèque de paye. Et comment il fait? C'est simple. Il prend tous les livres que j'ai vendus pendant tout l'été. Il enlève toutes les charges. Et au milieu, mon chèque de paye. Mon comptable est en train de taper sur sa calculette et j'attends. Dans la file d'attente, là, juste à côté. Bill. Bill Johnson, je le reconnais. Bill Johnson. Bill Johnson, c'est le meilleur vendeur de toute la compagnie. Je le sais parce que tout l'été, chaque dimanche, nous recevions la newsletter. Alors, pas par email, newsletter en papier, nous sommes en 1989. Vous étiez nés, donc il n'y avait pas d'email à l'époque. 1989, newsletter. Et sur la newsletter, chaque dimanche, Bill Johnson premier, Bill Johnson premier, Bill Johnson premier, avec sa photo en noir et blanc. Et je le vois là, je le reconnais. Je le vois au moment précis où son comptable lui tend son chèque de paye. Waouh, qu'est-ce que je fais? J'essaye de regarder comme il a gagné quand même, c'est le premier vendeur. 3600 personnes, c'est le premier vendeur. Je me regarde par-dessus son épaule et je vois inscrit sur un chèque blanc immaculé, en écriture bleu marine, à la plume, 250 000 dollars. 250 000 dollars. J'en reviens pas. Rien qu'en vendant des livres en porte-à-porte. Alors, je tape sur l'épaule de Bill et je lui dis, Bill, mais dis-moi, pourquoi, comment tu as fait? Comment tu as fait pour gagner 250 000 dollars simplement en vendant des livres en porte-à-porte? Tu es le premier vendeur, 250 000 dollars. Dis-moi, Bill, dis-moi. Bill se retourne vers moi. Il me regarde avec un léger rictus. Et il me dit, voilà pourquoi il faut absolument que vous mettiez des histoires dans vos prises de parole. Parce que normalement, si j'ai bien fait mon job, votre cerveau est rempli d'hormones. Le cocktail des anges, les hormones de plaisir, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Normalement, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Qui a envie de savoir ce que m'a dit Bill? Quand vous racontez une histoire à vos collaborateurs, à vos clients, à vos fournisseurs, à vos partenaires, ils sont plus focus. Ils ont plus de motivation. Ils ont plus de mémoire. Ils mémorisent mieux. En fait, lorsque vous racontez une histoire, vous êtes 22 fois plus mémorable que si vous donnez des chiffres, des faits, de la logique. Vous vous rendez compte? Lorsque vous donnez des chiffres, de la logique, des faits, vous êtes 22 fois moins mémorable qu'en racontant une histoire. Alors, on va voir comment on fait quand même. Tout à l'heure, vous allez me dire, wow, c'est bien Siegfried de nous le dire, mais comment fait-on? Alors, le fait d'avoir mis des hormones dans votre cerveau crée quelque chose que tout le monde recherche lorsqu'on est en interaction avec quelqu'un, c'est la connexion. On a envie d'être en connexion avec l'autre. Et lorsque vous racontez des histoires, vous êtes en connexion
avec l'autre. Alors maintenant, on a vu pourquoi le storytelling c'est important. Pourquoi? Parce que notre cerveau adore les hormones et à partir du moment où on raconte une histoire, on est plus mémorable, on active le focus, la motivation, la mémorisation. Alors maintenant, c'est quoi le storytelling? Vous allez me demander, c'est quoi le storytelling? Alors moi je vais vous dire ce que n'est pas le storytelling. Ce que n'est pas le storytelling. Depuis toujours, mais depuis toujours, Robert aime Marie. Ah, Marie, je t'aime. Est-ce que tu veux m'épouser? Oh, Robert, oui, oui, je veux t'épouser, je t'aime aussi. Robert et Marie se marient le samedi à l'église. Ça n'est pas du storytelling. Et maintenant, je vous pose la question. Pourquoi ça n'est pas du storytelling? Robert aime Marie, Marie aime Robert, ils se marient le samedi à l'église. C'est classique. C'est l'histoire d'avant qui intéresse. Stéphane? Ça ne fait pas rêver. Il manque quelque chose. Il n'y a pas de suspense. L'intrigue, qui a dit l'intrigue? Ouais. La problématique. Il n'y a pas de problème. C'est pas du storytelling, c'est pas une bonne histoire ça. Une histoire avec un problème, là ça devient du storytelling. Marie, je t'aime, veux-tu m'épouser? Ouais, Robert, je t'aime aussi, mais tu sais très bien que nous ne pourrons jamais nous marier. Et pourquoi? Bien parce que ton père a vendu le champ au voisin, alors que mon père voulait le champ. Robert et Marie se marieront-ils? Suite au prochain épisode. Donc, le storytelling, c'est une histoire avec un problème. Qui connaît John le Carré? John le Carré, l'auteur à succès de films policiers, thrillers, etc. John le Carré dit « Un chat sur un coussin, ça n'est pas une histoire. En revanche, un chat sur le coussin du chien, là, ça devient un problème. Et là, ça devient du storytelling. Là, ça devient une histoire. Là, il se passe quelque chose. Là, on a envie d'en savoir plus. Et là, on mémorise plus. Voilà, c'est quoi le storytelling? Le storytelling, c'est une histoire avec un problème. On a vu pourquoi. Pourquoi le storytelling? On mémorise mieux. Notre cerveau adore les hormones. C'est quoi le storytelling? C'est simple. C'est une histoire avec un problème. Maintenant, la question, c'est OK. Comment on fait? Vous voulez savoir comment on fait? Comment fait-on le storytelling? Alors moi, je vais vous donner une structure hyper simple. Alors, il y a des structures storytelling en 12 étapes, des structures en 5 étapes, un peu moins. Moi, je vous donne une structure en 3 étapes, parce que vous êtes des dirigeantes, vous n'avez pas le temps de fabriquer des histoires en 12 étapes. Donc, on va faire une histoire en 3 étapes. Et c'est très simple. L'histoire en 3 étapes, c'est, il y a une situation de départ. OK. Il y a un problème, un désir, ça peut être un désir aussi. Ah, je veux faire ça, absolument. J'ai toujours rêvé d'eux. Ou bien, ah, s'il y a un problème, mon père a vendu le champ au voisin, c'est pas possible, quoi. Et puis ensuite, il y a la résolution. Qu'a-t-on fait pour arriver à la fin de l'histoire? Si l'histoire finit pas bien, ça t'intéresse pas, non? Ça vous intéresse pas, non? Bah ouais, non, il faut... Bon, happy end, bon. Alors, il y a des histoires qui finissent bien et il y a des histoires qui finissent mal, comme dit la chanson. Les histoires, c'est ça, les histoires d'amour. Alors, comment vous allez faire maintenant? Alors, vous allez me dire, c'est très bien de raconter une histoire en 3 étapes. Situation, conflit, résolution. Situation, problème ou désir, résolution. Ok. Mais moi, je suis dirigeante, moi, je suis manager, moi, je suis directeur, directrice. Je n'ai pas le temps et je ne sais pas où trouver mes histoires. Alors, je vais vous donner une astuce pour trouver vos histoires. Plein d'histoires. Plus d'histoires que vous n'en avez besoin. C'est ce que j'appelle révéler l'or caché de vos expériences. Vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes d'expériences et chaque expérience, croyez-le ou non, hein, c'est une histoire à part entière. Et Mark Brown, champion du monde de prise de parole en public, 1999, dit « Votre histoire n'a pas besoin d'être extraordinaire. » C'est pas important ça. Elle a juste besoin d'être sincère. Racontez juste vos histoires. On va voir comment on les trouve. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Une astuce, le premier et le dernier. Le premier, job. Mon premier jour d'école, mon premier jour de travail, mon premier boss. Mon dernier boss, mon dernier gros projet, ma dernière vente.
ma dernière grosse vente. Mon premier ami, mon dernier ami, mon premier amour, mon dernier amour. Mon premier mari, Donc, voilà. Faites comme vous voulez. Premier, dernier. Dans la même veine, le meilleur moment de ma vie, le meilleur jour d'école, mon meilleur professeur, mon meilleur mari, ou que sais-je. Le meilleur, mon plus grand succès. Et le pire, mon pire échec. Le pire moment de ma vie, ma pire expérience dans la vente, ma pire expérience avec un banquier, ma pire, etc. Le meilleur et le pire. Revisitez votre histoire à travers ça, le pire et le meilleur, vous allez voir. Vous allez trouver des tonnes d'histoires. Et puis, une astuce, là, que vous avez tous avec vous, sans arrêt, d'ailleurs, il y en a plein qui en ont dans la main, votre smartphone. Ce que vous allez faire, pas maintenant. Prenez votre smartphone, vous allez dans l'application photo et vous balayez, vous savez scroller et vous regardez. Au hasard, vous arrêtez sur une photo. Et normalement, cette photo va évoquer quelque chose pour vous. Sinon, vous ne l'auriez pas prise. D'accord ? Même un plat de spaghetti carbonara dans un restaurant, ben, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être que c'est le plus beau plat de spaghetti, peut-être que c'était avec quelqu'un que j'adore. Revoyez vos histoires, revisitez, retrouvez vos histoires à travers votre smartphone, cette application. Hop. Et puis, vos dernières expériences, les dernières expériences que vous avez vécues, les toutes dernières, qui peuvent dater de la semaine dernière ou pas. Ce que je vous propose également, c'est de créer votre propre réservoir à histoire, un carnet à histoire. Moi, je l'ai sur mon smartphone, qui est dupliqué sur mon iPad, qui est dupliqué sur mon ordinateur, mais c'est mon métier. Donc, créez votre propre réservoir à histoire. Alors, ok, mais quand est-ce que je sais que je dois le mettre dans le carnet ou que je dois le mettre dans mon smartphone ou pas? C'est simple. Lorsque vous êtes avec vos amis ou lorsque vous rentrez à la maison le soir et que vous discutez, si vous partagez quelque chose, c'est que c'est forcément une histoire qu'il y a derrière. Surtout, ne va plus dans ce magasin. J'ai été reçu comme ça, comme ça, comme ça. Ok, c'est une histoire à part entière. Demain, vous allez parler à vos commerciaux ou vous allez parler à votre service client et vous allez dire, vous savez quoi? Dans ce magasin, j'étais venu tranquille. J'étais persuadé que j'allais être bien servi. Et on m'a reçu, non pas avec le sourire, mais en me faisant la gueule et en me traitant comme si j'étais, etc., etc., etc. Et nous, ce que nous allons faire, donc lorsque vous parlez à vos collaborateurs, et nous, c'est tout l'inverse que je vois. Servez-vous de ces histoires comme des leçons de vie, comme des expériences, pour motiver, engager vos collaborateurs. Et donc, jouer sur la performance de votre entreprise. Ok ? Réservoir à histoire. Une fois que vous avez trouvé vos histoires, vous allez les intégrer dans vos discours. Et souvent, mes clients me disent « Mais Siegfried, je ne sais pas si ce message, je peux le mettre dans… » Alors quand je dis discours, prise de parole, réunion, mais est-ce que je dois le mettre ou pas, ce message? Je ne sais pas trop. C'est simple. C'est simple. Si votre histoire supporte votre message, vous le mettez. Si ça ne supporte pas votre message, vous ne le mettez pas. Exemple, vous avez une histoire, mais un peu tarabiscotée, et pour la faire rentrer… Enfin, vous avez une histoire, vous avez une expérience un peu tarabiscotée, et pour la faire rentrer dans ce que vous voulez partager, ben, il faut forcer un peu. Et donc les autres ne vont pas le recevoir de la même façon. On va voir un exemple juste après. D'accord? Donc mon histoire supporte-t-elle mon message, oui ou non? Une fois que vous avez trouvé votre histoire, que vous l'intégrez dans votre prise de parole, ensuite, vous allez structurer votre histoire. Et structurer votre histoire, c'est hyper simple. Très très simple. Rappelez-vous, je vous ai dit histoire avec un problème. Je vais vous donner 2-3 exemples comme ça de ce qu'il ne faut pas faire. Ok? Thomas est un petit garçon en fait. Et Thomas rêve de devenir cosmonaute. Il en parle à son copain Jérôme. Le lendemain, Jérôme vient le voir en lui disant « Thomas, super, tu es pris à la NASA et dans une semaine, tu pars sur la Lune. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Thomas, lui, avant d'aller sur la Lune, il aura des doutes, il aura des peurs. Il faudra qu'il fasse des études. Il faudra qu'il trébuche. Il faudra qu'il remonte. Il faudra qu'il y ait des personnes qui viennent l'aider. Il faudra tout ça.
Et peut-être qu'il ira sur la Lune. Et c'est ça son histoire. C'est pas juste, moi, j'ai fait un rêve et je suis allé sur la Lune. Pareil, pour je veux devenir millionnaire. Ok, tu veux devenir millionnaire. Et le lendemain, je me réveille et je suis millionnaire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Vous voulez devenir millionnaire? C'est pas comme ça que ça se passe, ce serait trop beau. Non. Avant d'être indépendant financièrement, eh bien, j'ai eu des doutes, j'ai eu des échecs. Je me suis entouré, je me suis vautré, je me suis relevé. Voilà comment j'ai fait. Et c'est comme ça que vous allez inspirer à travers vos histoires les personnes. Alors pour les millionnaires, vous utilisez cette méthode. Pour ceux qui ne sont pas encore millionnaires, demandez aux millionnaires. Le Titanic, c'est pas une histoire d'amour et puis ensuite le Titanic a sombré et puis voilà. Non, c'est pas ça. Le Titanic, c'est plein de péripéties à l'intérieur. C'est un artiste qui est pauvre et qui est amoureux d'une fille bourgeoise, de la bourgeoisie, dans le bateau. Lui, il est au 4e sous-sol, elle est tout en haut. Lui, il est en train de se geler dans l'eau, elle est sur le radeau, bien au chaud. Non, je rigole. Hein. Donc, et le Titanic, c'est aussi une histoire avec un problème. Donc, lorsque vous racontez vos histoires, pour structurez toujours de la façon suivante. Quelle est la situation de départ? Quel est le problème qui survient? Et comment on résout cette affaire? Alors là, pour le coup, l'histoire d'amour sur le Titanic, elle termine un peu mal. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais le présenter comme ça. Il y a 2 semaines, je vais chez Ikea et j'achète un meuble télé. Ikea Nice-Lingostière. J'achète un meuble télé et quand je rentre chez moi, je me dis, hyper facile, je suis un mec, meuble télé, 4 planches, un dos, un tiroir à droite, un tiroir à gauche et au milieu une petite porte qui s'ouvre, c'est nickel. Je regarde vite fait les instructions, clac clac, ouais c'est bon. Le meuble est là devant moi, tout monté, magnifique. Il ressemble à ça le meuble, fastoche. Et puis c'est le moment magique, le moment où je dis Sésame, ouvre-toi, en poussant la porte. Normalement, quand je pousse la porte, un petit ressort doit la faire ressortir. Et je pousse la porte et le ressort, il ne marche pas. Ça ne ressort pas. Alors, mesdames, juste un petit tuyau. Si vous voulez faire en sorte que votre mari, votre compagnon vous laisse la paix quelques minutes, vous lui donnez une énigme à résoudre et vous aurez la paix pendant quelques temps. Bon, moi, j'adore les énigmes. Il y a beaucoup de mes copains qui adorent les énigmes et c'est simple. Mon chéri, il y a la porte là, elle ne s'ouvre pas. Tu peux regarder? Oh, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Moi, il y a un mot dont j'ai peur, moi. Il faut faire semblant, hein? Ah oui, oui. Surtout après, quand on a changé l'ampoule, vous dites, waouh, ça s'allume. Il y a un mot, moi, qui me fait peur avec mon épouse. C'est un simple mot. Moi, c'est le mot juste. Mon chéri, il y a juste un truc. Juste. La porte, elle grince. C'est juste ça. Ah, pas de souci. J'y vais, je suis sûr que j'en ai pour 1 heure ou 2. Bref, là, je suis devant ma porte et elle ne s'ouvre pas. Je dis, mince, comment je peux la faire ouvrir? Et donc je reste. Alors, monter le meuble comme ça, 45 minutes. Pour voir comment la porte, pourquoi la porte ne s'ouvre pas, j'ai dû passer peut-être 1 heure. Parce que je n'ai pas voulu aller dans le mode d'emploi. Si je vais dans le mode d'emploi, ça veut dire que je suis nul, quoi. J'ai échoué. J'ai pas été dans le mode d'emploi. Et puis à un moment donné, bon, ça marchait pas. Je vais dans le mode d'emploi, mince. J'ai monté une pièce, au lieu que la pièce soit en haut, je l'ai montée en bas. Et donc le ressort fait pas pression et ça marche pas. Et puis ensuite, il fallait juste régler un petit peu la vis parce qu'il y a une vis qui se tourne d'un côté et de l'autre. J'avais mal réglé la vis. Juste ça. 2 minutes. La leçon que j'en tire. Si demain, je dois parler à mes collaborateurs sur, bon, là en ce moment, on n'utilise pas trop le process habituel, c'est-à-dire qu'on passe de l'étape 2 à l'étape 3, de l'étape 1 à l'étape 3, sans vraiment regarder l'étape 2. Si je raconte cette histoire, simplement, en disant, vous voyez, simplement le fait d'avoir fait ça et de ne pas avoir suivi le mode d'emploi, j'ai perdu X temps. C'est juste une petite histoire de rien du tout, mais j'ai perdu X temps. C'est pas une grande histoire, hein, c'est juste une histoire Ikea avec un meuble télé à monter, c'est pas grand-chose. Hein. Mais ensuite, je vais voir mes collaborateurs et je leur dis, voilà ce qui s'est passé là il y a 2 semaines. Moi, ce que je propose également, c'est que chez nous, de la même façon, les process, on les suive étape par étape. Voilà. C'est juste une petite histoire. Puis ensuite, c'est bon pour la performance de l'entreprise, etc. Mais si je commence à dire, bon les gars, là, ça va pas, hein. On passe de l'étape 1 à l'étape 3, non.
On fait étape 1, étape 2, étape 3. Sans rien apporter derrière, sans raconter quelque chose, ça n'aura pas le même impact. C'est juste ça. Et vous avez vu, l'histoire, elle n'est pas c'est pas une histoire extraordinaire. Alors, situation initiale. Rappelez-vous donc, situation initiale, le conflit, le défi, le problème, le désir que vous avez. J'ai toujours rêvé d'eux, comme je le disais tout à l'heure, et la résolution. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble pour l'instant? Pour l'instant, nous avons vu pourquoi il est important de raconter une histoire. C'est important de raconter une histoire parce que notre cerveau adore les hormones et avec une histoire, nous sommes beaucoup plus mémorables. Lorsque nous sommes beaucoup plus mémorables, on utilise un levier qui est le levier de motivation, le levier d'engagement et le levier de performance. Donc au plus on raconte des histoires qui sont adaptées à ce que nous voulons avec nos collaborateurs, au plus nous allons les motiver, les engager et les faire performer. Révélez vos histoires, c'est-à-dire allez chercher dans vos expériences passées, le premier et le dernier, le pire, le meilleur, votre smartphone avec toutes les photos. Créez-vous votre réservoir à histoire, revisitez un petit peu les dernières expériences que vous avez vécues. Intégrez-les dans vos prises de parole et puis ensuite structurez-les. Et structurez-les, on vient de le voir, de façon très très simple, structurez-les. Situation initiale, je répète, situation initiale, problème, situation finale, résolution. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est du storytelling. J'en ai fini là pour mon message, donc après il va y avoir des questions et peut-être une petite surprise. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire ici et maintenant? Quelles sont les questions? Est-ce que vous avez des questions? Questions fermées. Et quelles sont les questions que vous aimeriez me poser? Profitez-en, Agnès. Est-ce que c'est la même méthode pour faire des posts sur LinkedIn au hasard, par exemple? Parce qu'on en voit plein en ce moment et on se dit, waouh, ils ont le temps d'écrire tout ça. Bon, je pense qu'il y a un petit coup d'IA au milieu, mais voilà, on sent qu'il y a quand même une histoire avec un début, une fin et au milieu une leçon apprise. Voilà, donc ça ressemble fortement à ce schéma. Alors c'est une excellente question. Alors oui, et il y a un petit plus quand on est sur les réseaux sociaux. Qui fait les réseaux sociaux, qui pratique les réseaux sociaux? LinkedIn essentiellement, Instagram, Facebook? Oui? Ok. Alors, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, vous allez rajouter, je vous donne une structure hyper simple, vous mettez juste une accroche au départ. Une accroche. Une accroche, ça sert à quoi? Une accroche, c'est quelque chose qui va faire tomber le smartphone chez la personne qui vous écoute. En réseau social, vous avez vu sur les réseaux sociaux, on scrolle, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on s'arrête sur quelque chose. Si on s'arrête sur quelque chose, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a fait arrêter. Et ce quelque chose qui nous a fait arrêter, c'est une accroche. Ça peut être une belle photo, ça peut être une vidéo un peu bizarre, ça peut être une phrase, une accroche. Commencez avec une accroche. Et d'ailleurs, vos prises de parole, je vous propose de les commencer avec une accroche. Puis, vous mettez l'histoire à l'intérieur. Exemple. Je vais essayer de trouver un exemple. Exemple. Pardon? Oui. Alors, il va falloir que je trouve un... T'en as un, Claire? Vas-y. Alors, par exemple, par rapport à mon domaine d'activité. Oui. Une accroche sur une œuvre. Tu vois, tu avais les mignons, là. Une accroche sur une œuvre. Alors, imaginons... D'accord, c'est sur les mignons? D'accord. Imaginons, je ne sais pas, que tu parles, que tu aies une œuvre avec, je ne sais pas, tu dois vendre, je sais pas, des cœurs. Des mignons? Des mignons. Une accroche avec des mignons, c'est hyper simple, quoi. Un truc du style, je sais pas, mignon, c'est mignon, quoi. Mignon, M-I-G-O-N, mignon, c'est mignon, C-E-S, plus loin, mignon. C'est un peu... Alors, imaginons que tu aies des œuvres avec, tu vas parler d'amour, d'accord? Tu vas parler... Je sais pas. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un cœur qui bat. Et hop, tu racontes ton histoire avec l'artiste en question. Donc l'artiste, et tu racontes son histoire. D'où elle vient, comment tu l'as connue par exemple, comment tu l'as connue, qu'est-ce qu'elle propose exactement, et puis ensuite, où est-ce qu'on peut la voir également. Pardon? Le mignon est tombé amoureux.
Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as l'offre derrière. Donc je répète, l'accroche, l'histoire et l'offre. L'offre, c'est quoi? C'est venez visiter ma galerie de telle heure à telle heure, où nous vous accueillons, où le lien d'inscription est en dessous. Ça, c'est l'offre, entre guillemets. En fait, c'est le message, c'est le call to action, l'appel à l'action. D'accord? Où ça peut être, il n'en reste que 50 en stock, venez vite chez nous. Donc ça, c'est une structure qui marche très très fort. Accroche dans votre poste, une accroche, l'histoire, une petite histoire très très simple, et l'offre derrière. Accroche, histoire, offre. A-H-O. Voilà. Et normalement, ça doit bien marcher. Alors surtout après, une très très belle image, mais qui casse un peu, enfin qui est un peu surprenante. Et puis, ou alors une vidéo. La vidéo sur LinkedIn, alors un coup ça marche, un coup ça marche pas. C'est vraiment l'algorithme, il est comme ça en dents de scie. Donc voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles comme durée pour réaliser un pitch? Ah. Alors le pitch, si vous êtes ce soir ici, qui fait du networking, qui de temps en temps doit pitcher son entreprise, hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, rencontrer quelqu'un. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors là, je vous conseille de pitcher façon storytelling. Pitcher façon storytelling, c'est quoi? C'est juste en 4 phrases expliquer l'histoire de ce que vous faites, de pourquoi vous êtes ici en face de la personne. D'accord? 4 phrases. Ces 4 phrases sont hyper simples. Tout commence quand? Tout commence quand? Et c'est le problème. Le problème, la situation initiale, avec le problème derrière. Tout commence quand? Deuxième, c'est on commence à être dans la résolution. Je cherche des solutions pour résoudre cette situation. Je cherche des solutions pour résoudre cette situation. Ensuite, pour que les autres nous croient, il faut qu'on ait des résultats. Grâce à cela, j'obtiens des résultats. Clac. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux aider ceux et celles qui ont les mêmes problèmes. Je vous fais mon pitch très rapidement, façon storytelling, 4 phrases. Si vous voulez, à titre de cadeau, gracieusement. Donc c'est une formation en fait que je donne ça, hein, sur le pitch façon storytelling, c'est une formation. Et si tu veux, je donnerai pour tes adhérentes et adhérents, je te donnerai la structure, en fait, le canevas. Je vous fais le mien vite fait. Ça vous va? Ok. Tout commence pour moi quand, à l'âge de 20 ans, j'échoue lamentablement à une présentation orale. Je me sens nul, moins que rien, un vrai loser. Je cherche des solutions pour résoudre cette situation et je m'inscris à des cours de présentation orale, Dale Carnegie, Toastmasters, des cours de vente, de négociation, de persuasion. Et grâce à cela, de façon surprenante, magique, j'obtiens des résultats. Mon chiffre d'affaires augmente. Lorsque je prends la parole, j'ai plus confiance. Les gens m'écoutent plus. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à exceller dans leur présentation orale pour mieux vendre, inspirer et convaincre. Donc en 4 phrases, je le répète, tout commence quand? Je cherche des solutions, j'obtiens des résultats, et aujourd'hui, voici ce que je fais, à travers mon histoire. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous proposez, ce que vous offrez aujourd'hui, c'est pour une raison. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, quelque chose dans votre histoire qui fait que vous en êtes ici et maintenant. J'avais je rebondis sur le pitch. Un jour, je donne une formation, justement, et une personne me dit « Ah non, mais moi, ça n'a rien à voir avec mon histoire et tout. Je voulais être dans l'immobilier, je suis dans l'immobilier. Et voilà, donc il n'y a pas d'histoire. Voilà. Et puis j'ai su que ça payait bien l'immobilier, je suis dans l'immobilier. » Je dis « D'accord. » Puis on commence à discuter, comme ça on est à table, on discute. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ben moi j'étais à la fac à Valrose. Ah d'accord, et tu faisais quoi? Fac de lettres et tout, d'accord. Et ça s'est bien passé? Ouais. J'avais un pote super, mais le pauvre. Il a fait 3 ans d'études dans sa voiture. J'ai dit, ah d'accord, pourquoi? Il était pauvre, il n'arrivait pas à trouver un logement, donc il a passé ces 3 années dans sa voiture. Enfin, je mens, il n'a pas passé ces 3 années, parce qu'au bout de la première année, j'ai cherché un local pour lui, pour qu'il puisse quand même s'abriter, pour qu'il puisse quand même décemment faire ses études. Je lui ai dit, c'est toi qui as cherché ce local? Oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Et il me dit, j'aide mes clients à trouver un toit. Je dis d'accord, donc c'est exactement ton histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a aidé quelqu'un, et c'est pas par hasard qu'il m'a sorti cette histoire à table. Il aurait pu me sortir des tonnes d'histoires, je sais pas, sur le foot, sur n'importe quoi, il me donne cette histoire.
Et cette histoire l'a conduit à être ensuite agent immobilier. Et aujourd'hui, il ne s'en était pas aperçu. Mais voilà. Donc maintenant, son pitch, il a super bien, quoi. Tout commence quand j'aide un de mes amis, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, j'aide mes clients à trouver un toit à se mettre sous la tête. Avez-vous d'autres questions? T'en aurais plein. Donc, qui a une question? Oui? Pardon? Ah, Caddy Bill. Oh là là, je m'attendais absolument pas à cette question. Franchement, t'es sérieuse? Oui? Je tutoie facilement, pardon. C'est vrai? Ah mince, alors je m'attendais absolument pas à ce qu'on me pose la question. Mais que m'a donc dit Bill? Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, Bill? Je m'attendais absolument pas, pardon. Mais, donc, ah bon? Tu l'as déjà entendu? Ah, c'est vrai? Où c'est que tu l'as entendu? Oh, Biani, ah bah oui, donc voilà, bah, tu y étais il y a 2 semaines. Ok, sur un autre sujet, mais j'ai parlé de Bill, tu vois, il me suit, Bill. Hein. Mais que m'a donc dit Bill? Vous vous souvenez, Bill, je le laisse au moment où je vois son chèque, 250 000 $, et je lui dis, mais Bill, je comprends pas, premier, 250 000 $, mais comment tu as fait? Et Bill me regarde et il me dit, ah non, mais je ne suis pas premier, hein. Je suis deuxième. Alors déjà, je me dis, ah, le gars, ce qu'il me répond, c'est pas les 250 000 $, c'est je suis pas premier, je suis deuxième. J'ai dit, ok, Bill, t'es deuxième, d'accord, 250 000 $, dis-moi, comment tu as fait? Et je lui dis, ne me dis pas que tu as fait comme la compagnie nous a demandé de faire pendant tout l'été. Et il me dit, si. Alors je vous dis ce que la compagnie nous demandait. Du lundi au samedi, nous devions taper à la première heure, c'est-à-dire 7h59 le matin, et pas 8h, mais 7h59 à la première porte. Pourquoi 8h? Pourquoi pas 8h? Parce que si c'est 8h, 8h10, 8h15, 7h59 à la première porte. Et on devait taper à la dernière porte à 21h31. Pas 21h30, ça aurait fait 21h20, 21h15, 21h, 21h31. Je lui dis, Bill, t'as pas tapé à chaque porte, de 7h59 à 21h31 pendant tout l'été, 3 mois et demi. Il y a bien des moments, je peux vous assurer que moi j'étais avec un groupe de Français, là-bas, 7h59, on confondait les 7h59 avec les 9h59, quoi. Nous, Il me dit, mais Siegfried, jamais j'aurais pu rater ne serait-ce qu'une minute. Plutôt me crever le cœur. Et il me fait ce geste. Je suis waouh. Il me dit, Siegfried, imagine juste un instant. Si j'avais tapé à une porte à 8h15, 8h20, 8h25, 8h30, ça voudrait dire que j'empêche des étudiants qui ont besoin de mes encyclopédies, je les empêche d'être bien éduqués, de faire de bonnes études, d'avoir un bon métier, de réaliser une carrière avec succès. Tu imagines la responsabilité si je n'avais pas tapé à 7h59? Je me suis dit, waouh, le gars, il a un sens du devoir, je suis resté estomaqué. Je suis revenu en France avec cette idée, et en France, je me suis dit, je vais faire comme Bill. Bon, j'ai fait comme Bill, le premier jour, je crois. Enfin, pas jusqu'à 21h31, mais j'ai pas fait comme Bill. Mais, lorsque je suis dans l'incertitude, dans le doute, et que je me dis, waouh, j'ai pas envie d'y aller quand même, le client, il est loin, est-ce que je vais le servir, est-ce que je ne vais pas le servir? Je me souviens de ce que Bill m'a dit ce jour-là. Je me suis dit, mais si j'y vais pas alors que j'ai la solution dans ma mallette, ça voudrait dire que je l'empêche de résoudre son problème. Et vous, dirigeantes et dirigeants qui êtes ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez des solutions pour vos clients et vous êtes des personnes dotées d'abnégation pour justement bien servir vos clients. Bill, je vais vous le présenter. Alors Bill, c'est lui. Dave Rosen, c'est lui le premier en fait. Bill Johnson. Et je vous ai menti en fait. En fait, je vous ai menti sur une chose. Tu le sais sur quoi j'ai menti? Sur son nom de famille. Il ne s'appelle pas Bill Johnson. Il s'appelle en fait Bill Zizi. Mais si je commence mon histoire en disant « Et juste à côté de moi, Bill Zizi », bah, plus personne m'écoute, c'est bon, je passe à autre chose. Donc, Bill Johnson, non, en fait, il s'appelle Bill Zizi, Zeddy de Zeddy. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a d'autres questions ou pas? Hop, pas d'autres questions?
Tu es conférencier, Oui, notoire. c'est gentil. Non, mais pour la prise de parole en public, c'est légèrement différent. Imaginons, puisque justement tu commences beaucoup tes accroches comme ça, imaginons pour nous transporter, nous embarquer. Oui. Mais moi personnellement, j'en ai fait quelques-unes pour animer des soirées aussi. Enfin, c'est quand même délicat et c'est un enseignement différent pendant 1 heure ou 2 d'animation de soirée. Quels conseils tu nous donnerais pour nous améliorer sur... parce que le storytelling, on ne va pas ramener à nos histoires, juste être sincère, parce que c'est la sincérité, l'authenticité qui gagne les cœurs. Voilà, il faut quand même rester dans la partie professionnelle, que ce soit pour les ventes ou la présentation de la thématique qui nous... Voilà, des conseils de réassurance pour pouvoir animer une intervention nous-mêmes. D'accord. En quelques mots, bien sûr. Alors, si je comprends bien, c'est au-delà du storytelling, comment faire pour bien animer. Alors, tout est dans un mot, pardon. Des points clés. Oui, mais tout est dans un seul mot, c'est l'intention. Les personnes qui sont en face de vous, si vous arrivez avec de bonnes intentions, une bonne intention, exemple, l'aider à résoudre son problème, parce que vous savez que vous avez la solution dans la mallette, ou aider un collaborateur, l'intention, c'est le plus important, parce que la personne en face le voit. Et l'intention, on la voit comment? On ne la voit pas avec le cerveau, d'accord? C'est pas avec le cerveau, si vous lui parlez cérébralement, il ne va pas le voir, c'est vraiment avec le cœur. Donc déjà, parler avec le cœur, donc la personne en face de vous, elle a besoin d'une chose, c'est de vous faire confiance. Quelle que soit la personne que vous êtes et quelle que soit la personne que vous avez en face, la personne a besoin de vous faire confiance. Et pour vous faire confiance, vous, lorsque vous allez parler, vous allez juste faire 2 choses, et c'est tout. Être authentique, c'est-à-dire être vous-même, ne pas être quelqu'un d'autre, ne pas jouer un rôle ou quoi, vous êtes vous-même. Et la deuxième, peut-être plus difficile pour un chef d'entreprise, mais il faut le montrer, c'est d'être vulnérable, c'est de se sentir vulnérable. Si vous ajoutez l'authenticité à la vulnérabilité, alors la personne va pouvoir vous croire. Vous allez donc être crédible. Authenticité plus vulnérabilité égale crédibilité. Soyez authentique, soyez vulnérable. Vulnérable, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire je suis mauvais, je suis nul. Non, ça veut dire je peux me tromper. Je peux, à un moment donné, douter. Je peux avoir peur. Je peux avoir échoué. Et je suis remonté. C'est ça la vulnérabilité. Simplement, on n'a pas la science infuse et on peut à un moment donné trébucher. Et donc la personne en face de vous, forcément, va voir que comme vous êtes authentique et vulnérable, elle peut vous faire confiance. Elle peut vous croire. Elle peut s'identifier à vous et à votre parcours. Ça, c'est la première chose, c'est l'intention. Et après, alors il y a 10 000 choses pour... Mais utilisez les mots les plus simples possibles. Ça, c'est quelque chose de très très fort. Lorsque vous parlez au présent, pas au passé. Lorsque vous racontez une histoire et que vous dites « Alors, c'était la semaine dernière et nous étions ceci, nous faisions cela et nous nous sommes dit ceci, nous sommes dit cela. » C'est compliqué le passé. Passé simple, imparfait, plus que parfait. C'est compliqué. Passé composé, c'est compliqué. Le présent, on parle au présent. Quand on parle au présent, on est dans l'ici et maintenant. Et même si vous racontez une histoire de lorsque vous aviez 5 ans, vous parlez au présent, ça c'est une autre chose. Pour bien communiquer avec l'autre, lorsque vous allez raconter des histoires, utilisez des dialogues dans vos histoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de dire... Et c'est à ce moment-là que le vendeur m'a dit de partir. Non, c'est à ce moment-là que le vendeur m'a dit, écoutez, il vaut mieux que vous partiez, etc. Voilà, vous faites dialoguer. Autre... j'en ai 1 million de... Qu'est-ce que tu aimerais plus sur la posture? Alors après, il y a 3 choses. Hein. La posture, donc après, il y a 3 choses. 3 choses essentielles dans votre prise de parole. C'est vos mots. Quels sont mes mots, mon contenu? Ce sont vos mots. Il n'y a personne qui connaît mieux votre contenu que vous. La deuxième chose, c'est votre voix, votre intonation. L'intonation, c'est vraiment le véhicule de l'émotion. Vous savez, quand vous êtes au téléphone, on ne voit pas la personne, on ne la sent pas, on ne la touche pas. En revanche, on l'entend. Et on entend ses émotions. Souvent, on dit souris au téléphone. Alors, si vous avez quelque chose de drôle à dire, souriez. Si vous avez quelque chose de pas drôle à dire, il ne faut pas sourire. Donc, la voix est importante. Donc, je rappelle les mots, vos mots, la voix, et puis votre langage corporel. Et souvent, on me dit d'ailleurs dans le langage corporel, mais qu'est-ce que je dois faire avec mes mains? Je ne sais pas où les mettre quand je dis ça, quand je dis ça. Et je réponds toujours à ceux que j'accompagne.
Avec vos mains, vous ne faites rien. En fait, quand vous parlez, puisque vous êtes authentique, quand vous parlez avec le cœur. Et donc, comme vous parlez avec le cœur, vous ne racontez pas. Vous ne parlez pas, en fait. Vous vivez. Vous vivez votre prise de parole. Et quand vous vivez votre prise de parole, eh bien là, les émotions arrivent et les mains, elles suivent simplement vos émotions. Je ne pense pas que... Vous allez voir tout à l'heure, on va se mettre à table. Vous allez vous regarder les unes les autres, vous allez vous parler et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez raconter quelque chose, une anecdote, un problème d'entreprise, peu importe. Et vous allez voir que vous n'allez pas penser cérébralement à ce que vous allez dire, vous allez le vivre avec le cœur parce que ça vous est arrivé. Ah, j'ai eu un gros problème. Et hop, vous allez le dire avec le cœur. Et vous allez voir que vos mains, elles vont suivre exactement ce que vous êtes en train de dire. Donc, le conseil, c'est les mots. Vos mots sont importants, donc le langage corporel et puis l'intonation. Et dans le langage corporel, il y a une chose qui est importante. Souvent, on parle de langage corporel, on a l'impression que c'est le corps. La chose la plus importante dans le langage corporel, c'est le visage. Ce sont les expressions faciales. Et ça trompe personne. Ça trompe personne. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, la personne en face va le voir, même si vous dites « Oui, oui, je suis très content. » Ah ouais, très content. Personne ne va le voir. Je réponds un peu à ta question, Claire. Alors, que penses-tu d'intégrer une dose d'humour? Ah bah... Alors, je sais pas. Bon, plus besoin de micro, je crois. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a plus de piles ou... Hop, est-ce que ça remarche? Non. Claire me demande, est-ce qu'on peut rajouter une dose d'humour? Rappelez-vous, notre cerveau adore les hormones. Parmi les hormones, il y en est une qui bat toutes les autres à plat de couture, c'est l'endorphine. L'endorphine, c'est quand on rit. Quand on rit, c'est génial. Donc, dose d'humour, super. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi qui, un jour, pour commencer une conférence, je me suis dit, je ne veux pas me vautrer, je vais faire de l'humour, mais avec ma meilleure blague. Je ne prends pas de risque. Je sors ma meilleure blague. Personne ne rit. Depuis, je ne prends plus le risque du tout. Même avec ma meilleure blague, je ne raconte plus de blagues pour commencer. Mais si vous êtes très fort en humour, commencez avec de l'humour, continuez avec de l'humour à l'intérieur, saupoudrez, hein. Et à la fin, terminer avec de l'humour, c'est le top. Si vous êtes très fort. Je réponds à ta question? Oui, merci. Si vous devez retenir une seule chose de cette conférence, une seule chose, rappelez-vous que nous ne sommes que des êtres humains et parce que nous sommes des êtres humains, nous parlons avant tout avec le cœur. Merci beaucoup et bon appétit.